On rêve souvent d'une vie plus calme. Mais on oublie que le bruit le plus épuisant n'est pas toujours extérieur. Il est dans nos pensées qui s'enchaînent, dans nos envies qui s'accumulent, dans nos journées trop pleines pour qu'on s'y sente vraiment. Ce n'est pas une question de fuir le monde, mais de se reconnecter à ce qui compte vraiment. Et parfois, cela commence par faire moins. Mais mieux. On croit souvent que ce qui nous fatigue, ce sont les tâches, les obligations, les agendas surchargés. Mais en réalité, c'est souvent ce qu'on ne voit pas qui nous use le plus. Le bruit invisible. Celui qui tourne en boucle dans notre tête, même quand on ne fait rien. Les pensées qui surgissent sans arrêt, les listes mentales. Il faut que, les comparaisons silencieuses, les dialogues intérieurs sans fin. Ce fond sonore mental est si constant qu'on oublie qu'il existe. Et pourtant, il façonne nos journées, notre humeur, notre énergie. On peut être assis, seul, dans le silence le plus total, et pourtant ne pas se reposer. Parce que le repos ne vient pas seulement de l'extérieur, mais surtout de ce qu'on porte à l'intérieur. Les notifications silencieuses, les attentes implicites, les souvenirs qu'on rumine, les projections qu'on anticipe. Tout alimente ce tumulte. Et plus on l'autorise à tourner en arrière-plan, plus il devient notre fond d'écran émotionnel. Ce bruit n'est pas bruyant. Il est subtil, persistant et profondément épuisant. Ce qui est dangereux avec ce bruit, c'est qu'il est insidieux. Il se déguise en réflexion, en planification, en motivation. Il nous donne l'impression d'être actifs, de progresser. Mais au fond, il nous éloigne de l'instant présent. Il nous pousse à être ailleurs, dans ce qui doit venir ou dans ce qui aurait dû être. Il crée une tension permanente, même dans les moments censés être légers. Et ce qu'on fait souvent pour le calmer, c'est en rajouter. Une nouvelle méthode d'organisation, un outil de productivité, une autre vidéo de conseil. On cherche à éteindre l'agitation par plus d'informations, plus de stimulation, plus de contrôle. Mais cette quête devient elle-même une source de bruit. Comme si, pour calmer le mental, on ajoutait une couche de bruit plus sophistiquée, plus polie, mais tout aussi présente. Il faut du courage pour reconnaître ce bruit. Il faut du silence pour l'entendre. Et dans ce silence, surgit une vérité souvent inconfortable. Ce bruit, c'est nous. Pas quelque chose d'extérieur. Pas une machine. Mais notre propre manière de remplir le vide. Parce que le vide fait peur. Il évoque l'ennui, l'inutilité, la perte de repères. Alors on le fuit, même si c'est ce vide-là qui pourrait justement nous offrir un souffle. Les peurs cachées derrière ce bruit sont puissantes. Peur de ne pas exister sans agitation. Peur de ne pas être à la hauteur si on ralentit. Peur d'être oublié si on se retire un instant. Alors on court. On s'agite. On produit, on consomme, on commente. Et on confond cela avec la vie. Mais vivre, ce n'est pas accumuler des pensées. C'est ressentir. Et on ne peut pas ressentir pleinement quand l'esprit est saturé. Il faut de l'espace. De la lenteur. Une disponibilité intérieure. Pas pour devenir vide, mais pour redevenir réceptif. À soi. Aux autres. À ce qui compte. Observer ce bruit intérieur, c'est comme se mettre au bord d'une rivière et regarder l'eau passer. Sans sauter dedans à chaque pensée. Sans vouloir contrôler le courant. Juste apprendre à être là. Présent. Pas pour analyser, mais pour respirer. Pour créer un espace entre nous et notre agitation. C'est dans cet espace que commence le calme. Pas un calme vide, mais un calme vivant. Un calme habité. Ce calme ne se trouve pas. Il se cultive. Il s'apprend, un instant à la fois. En choisissant de ne pas répondre à chaque sollicitation. En résistant à l'élan de remplir le silence. En acceptant de ne rien faire, parfois, et de voir ce que cela révèle. Et peu à peu, ce qui semblait indispensable devient accessoire. Ce qui semblait urgent devient silencieux. Et ce qui semblait vide devient plein. Plein de présence, de clarté, d'intuition. On ne supprime pas le bruit. On apprend à ne plus le nourrir. On choisit ce à quoi on donne notre attention. Et c'est dans ce choix que naît une forme de liberté. Alors peut-être que la vraie question n'est pas « comment gérer tout ce qui me traverse ?» mais « et si je n'étais pas obligé de tout porter ?» Et là, sans effort, on commence à entendre autre chose. Quelque chose de plus profond,
de plus paisible. Notre propre voix, sans l'écho du tumulte. On associe souvent l'abondance au bonheur. Avoir plus de vêtements, plus d'amis, plus d'activités, plus de projets. Dans une société où l'accumulation est valorisée, le vide fait peur. Il est vu comme un échec, un signe de manque ou de passivité. On nous pousse à croire que la satisfaction viendra une fois qu'on aura atteint un certain seuil. Un niveau de possession, de performance ou de reconnaissance. Mais ce seuil recule toujours. Ce plus devient une promesse lointaine qui n'arrive jamais vraiment. Et si, en réalité, ce trop nous éloignait de ce qu'on cherche? Si l'abondance, au lieu d'apaiser, dispersait? Trop, ce n'est pas juste une quantité excessive. C'est un déséquilibre. C'est quand chaque élément semble bon prix individuellement, mais que leur accumulation nous épuise. Avoir 10 projets inspirants, c'est exaltant, jusqu'au moment où plus aucun ne nous touche. Où tout devient mécanique, automatique. L'abondance devient alors un piège élégant. Il donne l'illusion d'une vie riche, mais intérieurement, on se sent vide. Ce trop s'installe rarement d'un coup. Il s'infiltre, doucement. Un oui de plus, une opportunité à saisir, une envie passagère qu'on transforme en habitude. Et peu à peu, on se retrouve avec une vie encombrée. Pas forcément de choses matérielles, mais d'obligations, de stimulation, de décisions à prendre. On vit en mode dispersion. Et plus on est dispersé, plus on perd le contact avec ce qui nous anime vraiment. L'abondance telle qu'on la vit souvent est un leurre. Elle est bruyante, rapide, exigeante. Elle nous pousse à comparer, à vouloir toujours plus, à ne jamais s'arrêter. Elle flatte l'ego, mais fatigue l'âme. Parce qu'à force de vouloir tout vivre, tout explorer, tout réussir, on finit par s'éloigner de nous-mêmes. On devient un peu étranger à sa propre vie. Présent physiquement, mais absent intérieurement. Et le pire, c'est que ce trop est valorisé. On applaudit ceux qui gèrent 10 choses à la fois, ceux qui sont toujours occupés, toujours sollicités. On confond agitation et vitalité. Mais une vie remplie n'est pas forcément une vie pleine. Il y a une immense différence entre remplir et habiter. Apprendre à faire moins, c'est presque un acte de résistance. Résister à la pression sociale, à la peur de rater, à l'envie de prouver. C'est dire « je choisis de ne pas tout prendre ». Pas par paresse, mais par lucidité. Parce que tout prendre, c'est aussi se perdre. Et faire moins, c'est retrouver. Retrouver quoi? L'essence de ce qui nous touche. La profondeur d'une activité qu'on fait sans se presser. Le calme d'un moment sans notification. La joie d'un échange sans distraction. L'intensité de la simplicité. Parce qu'en vérité, ce n'est pas le nombre de choses qu'on vit qui compte. C'est la manière dont on les vit. Faire le tri n'est pas une tâche matérielle. C'est un mouvement intérieur. Cela demande de l'honnêteté. De se demander « pourquoi est-ce que je garde ça ?» Un objet, une habitude, une relation, un engagement. Est-ce que cela me nourrit ou me vide? Est-ce que cela correspond à qui je suis maintenant ou à une version passée de moi-même? Ce genre de questions ne donne pas toujours des réponses faciles. Mais elles ouvrent des espaces. Et dans ces espaces, on respire mieux. On entend mieux. On ressent mieux. On découvre que le vrai luxe, ce n'est pas d'avoir 1000 options. C'est d'en avoir peu, mais juste. Des choses qui résonnent profondément. Qui ne crient pas pour attirer l'attention, mais qui existent avec évidence. Bien sûr, choisir cette voie, c'est dire non à beaucoup. Et ce non n'est pas toujours bien reçu. On peut paraître étrange, distant, pas assez ambitieux. Mais au fond, il ne s'agit pas de renoncer au monde. Il s'agit de s'y inscrire autrement. D'une manière plus alignée, plus consciente, plus vivante. Quand on lâche le superflu, on ne perd rien d'essentiel. Au contraire, on crée de la place pour que l'essentiel prenne vie. On cesse de courir après tout pour avancer vers ce qui compte. Et dans cette direction, chaque pas devient plus clair, plus plein, plus paisible. Ce n'est pas une fuite. C'est un recentrage. Un acte d'amour envers soi-même. Dire « je mérite une vie qui ne me consume pas ». Et parfois, cette vie commence quand on choisit d'avoir moins. Mais mieux. Depuis l'enfance,
On nous présente une image très précise de ce qu'est la réussite. Un modèle bien dessiné, de bonnes notes, un bon diplôme, un bon poste, une maison, une famille, des vacances régulières, une retraite paisible. Et tout au long du chemin, des signes extérieurs censés prouver qu'on avance. Promotion, acquisition, reconnaissance. Ce modèle n'est pas forcément mauvais. Il est simplement étroit. Et parfois, il étouffe. Car derrière cette vision linéaire de la réussite se cache une injonction silencieuse, être toujours plus. Plus performant, plus visible, plus admiré. Ce qui compte n'est pas ce que l'on ressent, mais ce que l'on montre. Pas ce qui nous apaise, mais ce qui impressionne. Alors on s'agite. On court. On remplit nos journées pour que notre vie ait l'air pleine. Mais au fond, on se demande parfois, pour qui je fais tout ça? Le problème n'est pas la réussite en soi. Le désir de progresser, de construire, de s'accomplir est profondément humain. Ce qui pose question, c'est cette définition unique, imposée, souvent inconsciente, à laquelle on se compare sans réfléchir. Comme si réussir devait forcément ressembler à une checklist universelle. Mais la vie n'est pas un parcours standardisé. Elle est faite de nuances, de saisons, de singularités. Redéfinir la réussite, c'est d'abord oser s'arrêter. Faire pause. Se demander, qu'est-ce que cela signifie, pour moi, réussir ma vie? Est-ce que c'est vraiment ce titre que je poursuis? Cette maison? Ce rythme? Ou est-ce que j'ai hérité de ce désir sans l'avoir choisi? Ces questions ne sont pas confortables. Elles ébranlent. Mais elles éclairent. Sortir du cadre, ce n'est pas forcément tout rejeter. Ce n'est pas fuir le monde ou vivre en marge. C'est réévaluer. Reprendre la main sur nos critères de valeur. Et comprendre que parfois, ralentir, changer de cap, ou renoncer à ce qui brille peut être une forme de courage. Une réussite moins visible, mais plus vraie. Moins applaudie, mais plus ressentie. Il existe autant de formes de réussite qu'il existe de sensibilité. Pour certains, c'est créer. Pour d'autres, c'est transmettre. Pour d'autres encore, c'est vivre lentement, élever un enfant, cultiver un jardin, écrire dans l'ombre, vivre proche de la nature ou simplement être en paix avec soi-même. Rien de tout cela ne passera à la télévision. Mais tout cela peut construire une vie pleine de sens. La réussite imposée crée un effet pervers. Elle pousse à la comparaison constante. On regarde autour de soi pour savoir si on est en avance ou en retard. Comme si la vie était une course avec des checkpoints universels. Mais cette comparaison ronge. Elle fait douter, elle détourne, elle fatigue. Et surtout, elle déconnecte. On en vient à vivre selon les attentes extérieures, en oubliant la richesse de nos élans intérieurs. Changer cette dynamique, c'est revenir à une forme d'intimité avec soi. Écouter ses vrais désirs. Se demander non pas ce qui est logique ou ce qui est reconnu, mais ce qui me rend vivant. Il ne s'agit pas de choisir la facilité. Parfois, suivre sa voie personnelle demande plus de force que suivre la norme. Parce que cela suppose d'assumer ses choix, même quand ils déplaisent. De s'ancrer dans des valeurs moins populaires. D'avancer, parfois seul. Mais sur ce chemin, il y a une forme de paix qui s'installe. Une paix qui vient du fait qu'on n'a plus besoin de se justifier. Qu'on n'a plus besoin de courir après une validation extérieure. Une paix qui permet de respirer dans sa propre vérité. Et d'agir à partir d'elle. Cette redéfinition est aussi un processus. Elle ne se fait pas en un déclic. C'est un travail d'exploration, de réajustement. On avance, on tâtonne, on ajuste. Et c'est normal. Parce que se défaire d'un cadre imposé, c'est aussi déconstruire des années de conditionnement. Ce n'est pas un acte brusque, c'est une mue. Et au fil de cette mue, on découvre quelque chose de précieux, la joie de vivre en cohérence. Une joie discrète, profonde. Celle de faire ce qui a du sens, même si cela ne brille pas. Celle d'être en paix avec ses choix, même s'ils étonnent. Celle d'avoir le sentiment, enfin, de ne plus se trahir pour être comme il faut. Redéfinir la réussite, ce n'est pas renoncer à ses ambitions. C'est choisir lesquelles sont vraiment les nôtres. Celles qui résonnent, qui nourrissent, qui nous élèvent sans nous consumer. C'est dire oui à une vie qui nous ressemble, même si elle ne ressemble à aucune autre. Et plus on s'en approche,
plus le besoin de prouver disparaît. Plus la comparaison s'éteint. Plus on marche avec légèreté. Parce qu'on sait intimement que le succès, le vrai, c'est peut-être simplement de vivre une vie qu'on n'a pas envie de fuir. Ralentir, ce n'est pas simplement aller moins vite. Ce n'est pas seulement une baisse de rythme. C'est une réorientation profonde. Une façon de revenir à soi, de se réancrer dans ce qu'on vit vraiment. Dans un monde où tout s'accélère, les informations, les sollicitations, les objectifs, ralentir peut sembler contre-intuitif. Comme si c'était perdre du temps. Mais en réalité, c'est souvent la seule manière de le retrouver. Quand on ralentit, on commence à voir ce qu'on avait cessé de remarquer. Ce qui se glissait entre deux rendez-vous. Ce qu'on faisait machinalement. Ce qu'on ressentait à moitié. Le souffle qu'on retenait sans s'en rendre compte. La fatigue qu'on ignorait. Le besoin qu'on repoussait. Tout ce qui était là, mais recouvert par la vitesse. Ralentir, c'est redonner de la densité au temps. Une heure ne vaut pas toujours une autre heure. Il y a des instants qui passent sans laisser de traces, et d'autres qui marquent profondément. Ce n'est pas la durée qui change, c'est la présence. Quand on est vraiment là, même un moment simple devient riche. Un regard échangé, une marche en silence, une tasse de thé, sans écran, sans distraction. Tout reprend de la couleur. Mais ralentir demande du courage. Parce qu'en ralentissant, on enlève l'anesthésie de l'agitation. On commence à ressentir ce qui était enfoui. Les tensions qu'on fuyait. Les émotions qu'on mettait de côté. La solitude qu'on remplissait sans s'en rendre compte. Et tout cela peut remonter. C'est normal. Ce n'est pas un bug. C'est le processus. Dans le bruit, on ne ressent pas. On réagit. On exécute. On avance tête baissée. Dans le calme, on entend. On ressent. On choisit. Et cela change tout. Car c'est seulement en étant présent à ce qu'on vit qu'on peut décider consciemment. Sinon, on répète. On survit. On passe à côté. Ralentir, ce n'est pas devenir inactif. Ce n'est pas renoncer à ses ambitions ou à ses projets. C'est les aborder autrement. Avec plus de lucidité, plus de justesse. C'est faire moins, mais mieux. Moins de choses inutiles, superficielles, épuisantes. Plus de choses vraies, alignées, nourrissantes. Et cela transforme notre quotidien. Il y a une sagesse dans le rythme lent. Les anciens la connaissaient. Les artisans, les cultivateurs, les marcheurs. Ceux qui savaient que tout a son temps. Que précipiter, c'est souvent gâcher. Que certaines choses ne s'obtiennent qu'avec patience. Une relation, une idée, une intuition, un apaisement. Aujourd'hui, ralentir est presque un acte radical. Un choix délibéré contre le flux imposé. C'est dire, je refuse de me perdre dans l'agitation. Je choisis d'être là. De respirer. D'écouter. Pas pour me retirer du monde, mais pour mieux y participer. Avec conscience. Avec cœur. Avec présence. Ce ralentissement change aussi notre rapport aux autres. Quand on ralentit, on écoute mieux. On parle avec plus de soin. On voit plus loin que les apparences. On comprend que chacun vit avec ses propres tourments, souvent invisibles. Et cela crée de la compassion, de la connexion, de la douceur. On redécouvre aussi des plaisirs simples. Ceux qu'on avait oubliés, happés par l'urgence. Regarder le ciel. Lire sans but. Écrire quelques lignes pour soi. Faire une chose à la fois. Ne rien faire, même, sans culpabilité. Et on comprend que ces moments-là ne sont pas une pause dans la vraie vie. Ils en font partie. Ils en sont même le socle. Ralentir, c'est aussi réapprendre à attendre. Ne pas tout avoir tout de suite. Laisser le temps faire son œuvre. Accepter que tout ne soit pas immédiat. Et dans cette attente, quelque chose grandit, la patience, la confiance, l'intuition. Des qualités qu'on a tendance à négliger, mais qui donnent de la solidité intérieure. Ce rythme plus lent révèle ce qui est vraiment vivant en nous, ce qui nous attire, ce qui nous répugne, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fatigue. Et petit à petit, on ajuste. On laisse partir certaines choses. On accueille d'autres. On simplifie.
on affine. Et la vie devient plus fluide. Ce n'est pas un luxe réservé à quelques privilégiés. C'est une nécessité pour tous ceux qui veulent vivre pleinement et pas juste survivre. Cela peut commencer par de toutes petites choses. Éteindre son téléphone 1 heure plus tôt. Marcher au lieu de courir. Prendre 5 minutes pour respirer. Vraiment. Dire non à une invitation qui ne résonne pas. Dire oui à un moment de solitude. Et dans ces choix simples, le corps s'apaise. Le mental s'éclaircit. L'âme se repose. On ne court plus après quelque chose. On est là. Et c'est suffisant. Ralentir, ce n'est pas perdre du temps. C'est apprendre à en habiter chaque seconde. Avec plus de présence. Plus de sens. Et dans cette qualité d'attention, on découvre une richesse que la vitesse ne pourra jamais offrir. Nous vivons à une époque où tout est possible. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons eu autant d'options, chaque jour, à chaque instant. Ce qu'on mange, ce qu'on porte, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ce qu'on suit, ce qu'on commente, ce qu'on achète, ce qu'on prévoit. Même nos loisirs deviennent des décisions stratégiques. Et cette surabondance, présentée comme une liberté, devient souvent une source invisible de fatigue. Parce que chaque choix, même anodin, consomme de l'énergie mentale. Ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Ce moment où, devant trop d'options, on finit par ne plus savoir. Ou bien on choisit par automatisme, sans conscience. Et plus le cerveau est sollicité pour des micro-décisions, moins il reste d'espace pour les décisions importantes. C'est comme un ordinateur avec trop d'applications ouvertes. Tout ralentit, même les fonctions essentielles. Réduire le nombre de choix, ce n'est pas perdre en liberté. C'est retrouver de la clarté. C'est offrir à notre esprit un espace plus calme, moins encombré. Ce n'est pas s'enfermer, c'est se libérer du bruit. Car ce n'est pas parce que tout est accessible que tout est nécessaire. Et parfois, trop d'options nous éloignent de nous-mêmes. Choisir avec intention, c'est transformer chaque choix en acte conscient. C'est se poser, même quelques secondes, pour se demander « Pourquoi je fais cela ? Est-ce que cela m'ancre ou me disperse ? Est-ce que cela m'aligne ou m'épuise ?» Ce genre de questions, posées régulièrement, réorientent doucement nos habitudes. Et avec le temps, on ne vit plus en réaction, mais en création. Prenons un exemple simple, les vêtements. Avoir une garde-robe remplie peut sembler pratique. Mais chaque matin, ce choix répété « Qu'est-ce que je mets ?» devient une microcharge. En réduisant, en simplifiant, en ne gardant que ce qui nous correspond vraiment, on allège non seulement notre placard, mais aussi notre esprit. Et ce principe peut s'appliquer à tout, les objets, les relations, les activités, les engagements. La société nous pousse à vouloir tout essayer, à ne pas manquer une opportunité, à rester ouvert, flexible, connecté. Mais dans cette ouverture permanente, on perd parfois notre direction. Choisir, ce n'est pas se fermer, c'est se définir. C'est affirmer ce qui compte, ici et maintenant. C'est dire, voilà ce qui me nourrit, je choisis de l'honorer. Et cela demande du discernement. Parce que tout ce qui brille n'est pas nourrissant. Il y a des choix séduisants mais vides. Des options valorisées socialement mais déconnectées de notre vérité. Dire non à ces choix-là, c'est se recentrer. Ce n'est pas une perte. C'est un gain. Un gain de temps, d'énergie, d'alignement. Mais cela ne se fait pas dans la rigidité. Il ne s'agit pas de se priver, de se contraindre. Il s'agit d'ajuster, d'affiner, de créer une vie où chaque décision devient une forme d'expression de soi. Et cela commence souvent par des petites choses. Dire non à une sortie qui ne résonne pas. Ne pas répondre tout de suite à une notification. Choisir un moment de silence au lieu de se plonger dans une énième vidéo. Petit à petit, ces gestes construisent une dynamique différente. Une dynamique où l'on devient auteur de sa vie et non simple spectateur. Une dynamique où chaque oui est sincère et chaque non est paisible. Ce mode de vie demande de la présence. Une écoute intérieure régulière. Une capacité à se remettre en question sans se juger. À observer nos automatismes, non pas pour les condamner, mais pour mieux les comprendre. Et à partir de là, à ajuster. On peut vivre avec moins de choix visibles, mais avec plus de choix profonds.
Des choix qui engagent, qui nous rapprochent de ce qu'on veut vraiment incarner. Et dans cette qualité de choix, il y a une puissance immense, celle de vivre selon ses propres termes. Non pas dans une course à l'originalité, mais dans une fidélité à soi. Moins de choix ne signifie pas une vie fade. Cela signifie une vie plus claire, plus simple, mais pas simpliste, plus fluide, mais pas superficielle. C'est une vie où chaque décision a du poids, où chaque geste prend du sens. Et cette densité transforme notre quotidien. Alors, face à l'abondance d'options, posons-nous cette simple question. Est-ce que ce choix me rapproche de la personne que j'ai envie de devenir? Si la réponse est non, peut-être qu'il n'est pas utile. Peut-être qu'il encombre. Peut-être qu'il peut partir. Et à mesure que l'on fait ce tri, on découvre une nouvelle forme de légèreté. Moins de surcharge, moins d'hésitation, moins de bruit, mais surtout, plus de paix. Faire de la place dans sa vie, c'est souvent la partie facile. Trier, jeter, dire non, annuler, désencombrer. Ce sont des gestes clairs, des décisions visibles. Ils donnent l'impression d'agir, de reprendre le contrôle. Mais ce qui vient après est plus silencieux, plus invisible, et souvent plus difficile à vivre, le vide. Ce moment où l'on s'arrête et où, tout à coup, il n'y a plus le bruit habituel. Moins d'obligations, moins de stimulation, moins de sollicitations. Et ce silence, ce calme, dérange. Parce qu'on n'a pas appris à l'habiter. On a appris à le remplir. À associer le vide à un problème. À un manque. À une absence. Comme s'il fallait toujours qu'il y ait quelque chose. Le vide fait peur parce qu'il confronte. Il met en lumière ce qu'on fuyait, les pensées qu'on évitait, les émotions qu'on ne voulait pas ressentir, les doutes qu'on taisait. Alors souvent, on réagit. On se remet à chercher une distraction, un projet, un objectif, une relation. N'importe quoi pour ne pas rester là, face à ce silence intérieur. Mais ce vide n'est pas un vide négatif. Il n'est pas un néant. Il est un espace. Un espace vivant, fertile, porteur. C'est l'espace entre deux respirations. L'espace entre deux saisons. L'espace où quelque chose de nouveau peut apparaître, à condition de ne pas le fuir trop vite. Habiter le vide, c'est accepter de ne pas savoir. De ne pas tout comprendre, tout maîtriser, tout expliquer. C'est accepter que certaines phases de vie soient suspendues, flottantes, qu'il n'y ait pas de réponse immédiate, pas de direction claire, pas de solution apparente. Et pourtant, que tout cela fasse partie du chemin. C'est un apprentissage. Apprendre à rester, à ne pas combler immédiatement, à écouter ce que ce silence révèle. Parce que dans ce vide, il y a souvent des réponses profondes qui émergent. Pas sous forme de mots, mais sous forme de sensations, d'élan, de certitude calme. Ce genre de réponse qu'on n'obtient pas en cherchant, mais en laissant venir. Et cela demande de la confiance, de la patience, de la tendresse envers soi. Parce que le mental, lui, déteste le vide. Il veut une direction, une explication, un plan. Il veut comprendre, catégoriser, encadrer. Et dans cet espace, il n'a rien à quoi s'accrocher. Alors il panique. Il crie. Il invente des urgences. Il cherche à nous faire bouger. Mais on peut choisir de ne pas le suivre. De rester là, tranquille, présent. Habiter le vide, ce n'est pas devenir passif. Ce n'est pas renoncer à vivre. C'est se donner le droit de respirer entre deux étapes. C'est honorer les transitions, ces moments où rien ne semble avancer, mais où tout se réorganise en profondeur. Comme une terre qui se repose avant une nouvelle floraison. Ce repos-là est actif, même s'il ne se voit pas. Il y a une puissance dans le fait de ne pas précipiter les choses, dans le fait de ne pas chercher à tout remplir. Cela laisse de la place à l'intuition, à l'inattendu, à l'essentiel. Et c'est souvent dans ces espaces vides que les plus belles idées apparaissent, les plus grandes prises de conscience, les directions vraiment alignées. Mais pour cela, il faut lâcher le réflexe de combler, de courir après un plus immédiat. Il faut rester un peu plus longtemps dans l'inconfort, observer ce qu'il dit, accueillir ce qu'il montre, et faire confiance que quelque chose, au fond, est en train de se poser.
Le vide devient alors un allié, un miroir, un passage. Il n'est plus une menace, mais une opportunité. L'opportunité de redéfinir, de réorienter, de se réinventer. Pas parce qu'on doit, mais parce qu'on en a envie. Parce que l'espace a révélé ce qui compte et ce qui peut partir. Et dans cette posture, on découvre une nouvelle forme de solidité. Une confiance plus calme, plus enracinée. Celle qui ne dépend pas de ce qu'on fait, mais de ce qu'on est. Celle qui dit « Je n'ai pas besoin de remplir ma vie pour qu'elle ait de la valeur. » Parce que la valeur est déjà là. Dans l'être, dans la présence, dans le simple fait d'exister. Alors, quand le vide se présente, au lieu de le fuir, on peut lui faire de la place. On peut l'accueillir comme une étape, comme un espace sacré, comme une respiration. Et dans cette respiration, petit à petit, quelque chose en nous se réaligne, se clarifie, se prépare. Le vide n'est pas une fin, c'est souvent un commencement. Notre environnement nous façonne bien plus qu'on ne le pense. Ce n'est pas seulement un décor, c'est un écho constant. Ce que nous voyons, entendons, sentons, respirons, influence notre état intérieur. Un lieu bruyant éveille l'agitation. Un espace encombré alimente la confusion. Une ambiance tendue fragilise notre paix. Et pourtant, dans nos vies rapides et saturées, on prend rarement le temps de se demander « Est-ce que ce qui m'entoure me soutient ou m'épuise ?» Créer un environnement qui protège son calme, ce n'est pas vivre isolé du monde. Ce n'est pas construire une bulle hermétique. C'est choisir, avec attention, ce qu'on autorise à entrer dans notre espace et ce qu'on décide de laisser dehors. Parce que tout ce qui entre dans notre champ de perception laisse une trace. Même ce qui semble petit, un fond sonore, une couleur, un mot, une notification. Cela commence par l'espace physique. Une pièce, un coin, un bureau. Ce lieu où l'on passe tant de temps sans toujours y prêter attention. Est-il rangé, aéré, agréable? Invite-t-il au repos ou stimule-t-il l'agitation? Créer un environnement paisible, ce n'est pas faire de la décoration, c'est cultiver une énergie, une intention, une qualité de présence. Parfois, de simples ajustements suffisent. Enlever ce qui est superflu, garder ce qui est essentiel. Apporter un peu de lumière, de silence, de nature. Créer un coin lecture. Éteindre les écrans plus tôt. Mettre une musique douce plutôt qu'un fond d'actualité. Ces gestes simples ont un pouvoir immense. Ils nourrissent notre équilibre au quotidien, presque sans qu'on s'en rende compte. Mais l'environnement ne se limite pas aux murs autour de nous. Il inclut aussi ce que nous laissons entrer dans notre esprit. Les mots que nous lisons, les images que nous regardons, les sons que nous consommons, les contenus que nous suivons. Il est facile, aujourd'hui, d'être saturé d'informations, de comparaisons, d'injonctions. Cela ne se voit pas, mais cela pèse. Protéger son calme, c'est faire le tri dans ce flux. Choisir de ne pas tout regarder, de ne pas tout commenter, de ne pas se perdre dans ce que vivent les autres. C'est retrouver une forme d'intimité avec soi, en limitant ce qui vient interférer avec notre espace mental. Ce n'est pas de l'ignorance, c'est de l'hygiène intérieure. Il y a aussi l'environnement relationnel. Les personnes qui nous entourent. Certaines nous élèvent, nous calment, nous inspirent. D'autres nous fatiguent, nous dispersent, nous font douter de nous-mêmes. Il ne s'agit pas de juger. Il s'agit de ressentir et d'agir en fonction. Parfois, cela signifie prendre de la distance, dire non à certaines dynamiques, créer des limites saines, offrir moins d'accès à ceux qui ne respectent pas notre paix. Cela demande du courage, parce que dire « je veux protéger mon calme » peut être mal compris. On peut être vu comme distant, froid, égoïste. Mais en réalité, c'est un acte d'amour, un acte de responsabilité envers soi. Parce qu'on ne peut pas offrir de la présence, de l'écoute, de la créativité, si on est constamment vidé par un environnement déséquilibré. Créer un espace protecteur, c'est aussi se donner le droit de respirer, de ralentir, de ne pas être en hyperstimulation constante. C'est faire de la place au silence, à la lenteur, à l'ennui même, parfois. Parce que dans ces espaces vides,
quelque chose de vrai peut émerger. Une idée, une envie, un apaisement. Et plus on cultive ce type d'environnement, plus il devient un miroir. Il nous rappelle ce qu'on veut honorer. Il nous ancre. Il nous soutient. Et il nous transforme. Car ce calme qu'on installe autour de soi finit par s'installer en soi. Et inversement, ce n'est pas un luxe. C'est une base, une fondation solide pour tout le reste. Une vie intérieure nourrie a besoin de stabilité extérieure. Cela ne veut pas dire que tout doit être parfait. Cela veut dire que l'environnement devient un allié et non un obstacle. Alors posons-nous cette question régulièrement. Est-ce que mon environnement actuel m'aide à être moi-même? Est-ce qu'il me ressource, me recentre, ou est-ce qu'il me tire dans tous les sens? Et si la réponse est inconfortable, alors c'est peut-être le signe qu'il est temps de réajuster. Parce qu'un environnement calme ne se crée pas en un jour. Il se façonne, lentement, avec des choix, des gestes, des renoncements parfois. Mais à chaque étape, il nous rapproche d'une version plus apaisée, plus enracinée, plus claire de nous-mêmes. Et quand on vit dans un espace qui nous soutient, on n'a plus besoin de se défendre tout le temps. On peut baisser les épaules, respirer, être pleinement là. Le calme n'est pas seulement en nous, il est aussi autour de nous. Et l'un nourrit l'autre.